Alors, tout d'abord, un merci à l'intention du public, parce que c'est pas toujours facile de venir en soirée. Moi qui suis de province, je sais de quoi je parle. Donc voilà, je vous remercie et je remercie Recherche Internationale pour le numéro qui est sorti, et je vous invite à aller regarder de manière très précise le numéro qui va sortir, le numéro 126, puisque lui est consacré entièrement à la non-violence. Et donc, c'est de ce point de vue-là une sorte de complémentarité entre les deux numéros qui a été ainsi voulu. Alors, je vais sans doute un peu vous décevoir, mais moi, je ne vais pas parler de l'Ukraine, puisque le thème était les conflits en Ukraine et ailleurs. Moi, je vais m'intéresser plutôt à l'ailleurs. Et l'ailleurs, ça va être tout simplement ce qu'on appelle de manière un petit peu commune le conflit israélo-palestinien. De manière à essayer de vous présenter quelques petits points sur ce qu'on appelle la résistance populaire ou la résistance civile en Palestine, c'est-à-dire dans un contexte que moi je ne qualifie pas de conflit dans le sens conventionnel du terme, entre deux armées, dans un but organisé, etc., mais tout simplement pour ce qu'il est, c'est-à-dire une situation d'occupation, une situation de colonisation, et, vous l'avez sans doute remarqué dans de nombreux rapports depuis quelque temps, une situation d'apartheid. Et donc, ces trois éléments-là ont généré de la part de la population opprimée, je vais le dire sous cette forme-là, une résistance qui remonte à très loin dans le temps, puisque les premières grosses manifestations, grèves non violentes, remontent aux années 30, probablement avant sous l'Empire ottoman, mais je me situe juste sous la colonisation britannique pour ne pas trop remonter trop loin. Ce qui veut dire que cette résistance populaire, alors on l'appelle populaire en Palestine, on l'appelle aussi civile en Palestine. Je vais donner deux petites définitions dans un instant, mais je me suis surtout beaucoup appuyé sur un ouvrage qui s'appelle L'histoire de la résistance populaire en Palestine, qui est de Mazim Koumsoué, un auteur arabe traduit en français il y a une dizaine d'années maintenant, et qui est un des porteurs, on va dire, de la question de comment résister à l'occupation, à la colonisation, à travers des actions non violentes, à travers une activité non violente. Et puis il pousse même la réflexion un petit peu plus loin. En fait, à l'intérieur même de la culture palestinienne, ça s'appelle le Soumoud, il y a les traces d'une ténacité et d'une résistance parce que ancrée dans la terre. Alors ici, on est effectivement dans une focale un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir, puisque là, on fait aussi bien un lien avec la science politique en général, les relations internationales, mais également avec un petit peu de psychologie, avec un petit peu d'anthropologie, avec un petit peu d'histoire. Et de toute évidence, la question de la non-violence, dont mes collègues vont parler aussi tout à l'heure, a à voir avec l'intégralité des disciplines. C'est pour moi, en effet, un point d'entrée très pluridisciplinaire, intersectionnel, pourrait-on dire, pour employer du vocabulaire un petit peu d'actualité, parce qu'il renvoie à de très nombreuses perspectives, notamment en partant de soi, pour aller vers le groupe, mais aussi vers la nation. Et en Palestine, c'est particulièrement vrai. C'est mon petit premier point préalable. Le second point préalable, c'est que dans cette situation coloniale et d'occupation, comme je le disais, il n'y a pas eu en permanence une résistance non violente. D'ailleurs, l'auteur sur lequel je m'appuie essentiellement, mais pas que lui, puisqu'il y a eu pas mal de travaux qui ont été faits sur ces questions, notamment un ouvrage qui a été traduit en français, qui a été d'abord écrit en anglais, mais qui prend la question de la non-violence dans son intégralité, de Chenoweth et Stephen, que vous avez peut-être entendu parler, Le pouvoir de la non-violence. C'est traduit en français en 2021, si mes souvenirs sont bons, tient une petite monographie sur la question palestinienne et explore la manière dont la résistance populaire et civile palestinienne s'est organisée autour de la première intifada, 1987-1993. C'est assez intéressant à lire et à comprendre, mais ça n'est pas nécessairement illustratif de ce qu'est la résistance populaire et civile en Palestine sur la longue période. Donc je prendrai un certain nombre d'exemples, et puis vous l'avez vu, bien évidemment, aujourd'hui encore, le conflit, entre guillemets, est encore à la une des journaux. On en entend beaucoup moins parler parce qu'il y en a un autre qui écrase tout, mais en Palestine, c'est tous les jours qu'il y a, en effet, des tensions, des morts,
Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit pour comprendre un tout petit peu le propos que je vais tenir, parce qu'il n'est pas complètement béat devant la non-violence. C'est pas un propos qui va dire « Oh, la non-violence, il suffit de claquer dans les doigts et puis elle advient et tout s'arrête ». C'est pas du tout ça dont il est question. La non-violence est une action volontaire, décidée en conscience, qui refuse d'utiliser les armes, qui refuse de brutaliser l'autre adversaire, quand bien même cet autre adversaire utilise, lui, la violence armée. Et donc, il s'agit de partir de ce postulat, parce que c'est un postulat assez compliqué à comprendre. Thomas vient de l'expliquer rapidement sur les aspects épistémologiques, mais on résout les problèmes de manière relativement rapide par la violence. Les résout-on? J'en suis pas tout à fait certain. Et donc, la non-violence se propose de décaler un tout petit peu non seulement le regard, mais aussi les habitudes et les comportements, pour tenter d'œuvrer, non pas à la destruction de l'ennemi, mais l'amener à comprendre la position de celui qui est opprimé, pour qu'ensemble ils cheminent vers une solution. Alors on appellera ça négociation, on appellera ça transition, ça dépend des contextes. J'essaierai d'illustrer du cas israélo-palestinien ce que j'essaie de dire. Alors tout d'abord en termes de définition. C'est pas une définition. Alors, il n'y a pas de définition arrêtée, universelle, absolue. Il y a des tentatives de définition. Je vous en livre une que j'ai un peu bricolée, je l'avoue, mais qui vaut ce qu'elle vaut. La résistance non violente. La résistance, alors, en Palestine, on l'appelle civile et populaire, les deux termes sont regroupés, est une action directe non conventionnelle qui fait encourir des risques à ceux qui y recourent, appuyée sur une diversité de moyens et de voies, afin de rompre le statu quo et faire prévaloir un nouveau rapport de force, c'est-à-dire transformer le conflit par des techniques et des actions qui créent, j'emploie ça à McCarthy, le désordre créatif, pour changer l'ordre politique et social existant. C'est une première définition. Un autre auteur, peut-être certains d'entre vous verront demain dans notre autre endroit de discussion, Jacques Semelin, propose lui une définition un petit peu plus rapide et moins étoffée, même s'il a beaucoup travaillé sur cette question, donc je l'emprunte simplement. Et il dit simplement ici que la résistance non violente est une forme d'action relativement autonome, en dehors de toute logique militaire, qui a sa propre dynamique, et dont l'objectif n'est pas la destruction de l'adversaire, mais le respect des droits de l'opprimé. Et c'est un peu sur celle-ci que je pourrais m'appuyer pour entrer dans la discussion, dans le vif du sujet, et rapporter ça au conflit israélo-palestinien. Car la résistance non violente, alors je l'appelle civile et populaire, mais entendez quand je dis résistance non violente, civile et populaire pour le vocabulaire utilisé en Palestine, cette résistance civile donc, et populaire vise trois objectifs, ce qu'on appelle en réalité la cause palestinienne. Mais on va voir que ce n'est pas cette cause qui est toujours visée dans les actions non violentes, parce que en elle-même, elle est très très large et très très lourde à porter, mais ce sont des petites actions, au quotidien, au local, à la proximité, qui, chemin faisant, un petit peu se donnant sens les unes les autres, en espérant bien sûr ici une réussite, là un demi-échec et là peut-être malheureusement un échec, eh bien créer suffisamment de pression, de force pour que ça devienne une sorte de programme déterminé, comme aurait dit Gandhi. Les trois éléments qui composent la cause palestinienne antérieurement, mais je pense que je vous apprends rien, le respect des droits fondamentaux du peuple palestinien, à savoir ici précisément celui qui réside dans la Cisjordanie et à Gaza, Jérusalem-Est aussi, le droit au retour des réfugiés, qu'on a tendance à un tout petit peu oublier, notamment avec les accords d'Oslo, mais c'est une exigence fondamentale du peuple palestinien qu'on ne peut pas oublier et qui pose une question de justice, sur laquelle je reviendrai en conclusion. Et puis enfin, le droit à l'égalité pour les Palestiniens qui vivent en Israël, qu'on appelle les Arabes de 48 ou les Palestiniens de 48, et qui, eux, même en étant citoyens israéliens, n'ont pas accès à l'intégralité de tous les droits civiques, politiques ou autres israéliens. Donc ce sont ces trois éléments-là qui ont été synthétisés dans une campagne qui a été lancée en 2005, dont vous avez sans doute entendu parler, le BDS, Boycott des investissements sanctions. Ce sont 171 associations palestiniennes qui ont rédigé un texte à une
perspective d'internationalisation de la cause palestinienne, non pas à travers ce que l'on avait vu dans les années 70-80, le terrorisme, les prises de position d'Arafat à l'Assemblée générale des Nations Unies ou autres perspectives, mais une vraie perspective non violente qui consiste à faire pression suffisamment fort pour que l'opposant, ici le gouvernement ou les gouvernements israéliens, puissent entendre et accepter de discuter. Alors bien sûr, vous le savez, il y a eu des discussions à Oslo, mais les discussions n'ont pas été faites dans les règles, si vous me permettez, de la résistance non violente, car il y a toujours eu une asymétrie entre les deux. Les Israéliens, soutenus par les Américains, ont été très dominants dans ces discussions. La preuve en est, on est en 2023, il ne me semble pas que l'État palestinien, qui était l'objet des accords d'Oslo, ait vu le jour encore. Voilà un petit peu pour situer d'où je vais parler en quelque sorte, et puis essayer de présenter ce que j'appellerais les effets. Alors on pourra peut-être questionner même le terme d'utilité de la résistance non violente en Palestine, autour de 3 axes principaux. Je n'invente rien, ici je reprends un certain nombre de travaux, notamment ceux de Véronique Dudouet, mais également tous les travaux qui ont été faits par... Malheureusement, il vient de décéder Bernard Ravenel, que vous avez peut-être croisé à plusieurs reprises. Et puis donc l'auteur palestinien dont je vous parlais tout à l'heure, Mazim Koumsieh, qui tous les 3 ont fourni quand même une base de réflexion relativement importante. Je veux aussi être très clair sur ce que je dis et de ma posture d'où je parle. J'enseigne assez fréquemment en Palestine, à Birzeit. J'ai une convention avec mon université. J'y vais dans une dizaine de jours. Ça fait longtemps que j'y suis pas allé parce que Covid et autres. Et donc, j'ai l'occasion d'aller voir au plus près, de temps en temps, en tous les cas, et à plusieurs reprises dans les années 2017-2019, comment se déroule un petit peu le combat, la lutte non violente, notamment dans le village de Bilin, mais pas seulement, aussi auprès des associations, certaines associations en zone C qui s'occupent de gérer la terre et puis de protéger la terre, et puis d'autres associations, notamment des étudiants, que j'ai l'occasion de croiser. Tout ça pour vous dire qu'il y a une réflexion théorique, bien évidemment, mais il y a aussi un petit peu d'observation participante, je ne sais pas si le terme convient, en tous les cas un peu d'empirie dans ce que je tiens à vous dire aujourd'hui. Donc pour moi, il y a 3 groupes d'effets de la résistance non violente, populaire et civile en Palestine, autour de 3 éléments. Le premier élément, c'est l'effet direct ou indirect sur la population palestinienne, et notamment sur les activistes eux-mêmes, sur les militants eux-mêmes, quand ils recourent à la résistance civile et non violente. Alors, ça ne veut pas dire que, parallèlement, il n'y a pas une résistance armée. Je ne vais pas axer mon regard sur cela, mais bien sûr, il y en a. Encore que la résistance armée, ce n'est pas une armée en Palestine. Il n'y a pas de police non plus en Palestine. Il y a des gardes, il y a des sécurités, mais il n'y a pas d'armée ni de police constituée en tant que telle. Donc on n'est pas dans le même schéma que, par exemple, en Ukraine. C'est pas tout à fait la même chose. Et il faut donc toujours avoir cette contextualisation pour à peu près essayer, et moi le premier, de comprendre comment cette complexité se noue. Alors, premier effet sur la société palestinienne, c'est tout simplement ce que les auteurs ont indiqué, l'effet du nombre. La résistance civile et populaire conduit à des mobilisations de masse très fortes. Alors elles ne sont pas quantifiées parce que c'est très difficile de les quantifier, mais on sait que la participation est très nombreuse. Les grèves de 36-39 auxquelles je faisais allusion initialement ont conduit à énormément de mobilisations, et beaucoup plus près de nous, 2 exemples, la Grande Marche du Retour uniquement à Gaza 2018-2019, ce sont des milliers de personnes qui étaient à proximité des zones militarisées israéliennes. Vous avez sans doute dû tous voir des images, des vidéos, des documentaires sur ça. Et puis encore plus près de nous, mai 2021, pour la première fois, l'intégralité des Palestiniens a décidé de faire grève générale ensemble, y compris les Palestiniens d'Israël. Alors bien sûr, c'est très difficile à quantifier, je vous l'accorde, et c'est une des petites difficultés que l'on peut avoir, mais je crois que mes 2 collègues vous montreront que c'est pas si une grande difficulté que ça, mais rapporté au terrain israélo-palestinien, ça l'est pour moi en tous les cas. Il y a énormément de monde, et énormément de monde qui se sent légitime à manifester,
non seulement sur le local, sur la proximité, mais également pour la cause palestinienne dont je vous ai parlé, qui, ne l'oublions pas, a quand même perdu un petit peu de son importance, aussi bien à l'international que même en Palestine. Elle est beaucoup plus difficile à matérialiser. En ce moment, en discutant avec un certain nombre de personnes, c'est pas si évident que ça. La cause palestinienne a souvent cédé, tout simplement, à la survie individuelle, à l'envie d'aller à l'extérieur pour pouvoir continuer à vivre. Et cette dilution de la cause palestinienne a peut-être une chance, avec la résistance non violente, de retrouver une certaine dignité. En tous les cas, j'ai l'impression que ça peut être dans cette dynamique. Les rencontres que j'ai eues pouvaient en témoigner il n'y a pas bien longtemps. Et puis, un travail tout récent en 2022, donc en anglais à l'ICNC, un institut américain, il y a une monographie sur la résistance civile dans les zones C. Vous connaissez la tripartition de la Palestine, il y a la zone A, la zone B et la zone C, qui est largement dominée par les militaires israéliens. Dans ces zones C, il y a encore des Palestiniens, et il y a des associations qui ont été créées pour protéger la terre. Car globalement, toute la résistance civile, toute la résistance populaire palestinienne vise à protéger la terre. C'est ce que visent les occupants et la colonisation, récupérer la terre sans plus personne dessus. Or, les Palestiniens sont toujours là. Et donc, il faut composer. Et ça, c'est déjà pour moi un trait qui montre que la résistance non violente peut permettre la poursuite du maintien des Palestiniens sur leur territoire. Alors, cet effet de masse a une conséquence assez immédiate, c'est que les décisions, dans beaucoup d'associations avec lesquelles j'ai pu discuter, les décisions sont prises collectivement. Il y a rarement un leader, il y a rarement un chef, il y a un porte-parole. C'est pas tout à fait la même chose. Mais il y a rarement un leader, notamment dans des associations syndicales, dans des associations rurales ou paysannes. Il y a des décisions prises collectivement, soit avec le village, soit avec des représentants du village, et qui permettent justement de diffuser le pouvoir, pas dans les mains d'un seul, mais dans plusieurs. Ça présente un intérêt à l'égard de l'oppression, colonisation ou occupation, eh bien c'est que ça limite les emprisonnements. Qui emprisonner quand il n'y a pas de leader? Qui emprisonner quand le pouvoir est diffus? Et c'était une technique qu'ils ont utilisée et qu'ils reproduisent dans un certain nombre d'endroits. L'autre élément du nombre, c'est un peu ce que j'appellerais l'effet d'horizontalité. Le pouvoir est réparti de manière un petit peu diffuse en permettant une sorte de reprise de confiance dans la population locale, chez les populations locales. C'est ce qu'on appellerait en anglais le self-empowerment ou la capacitation, je ne sais pas si la traduction est tout à fait bonne, mais enfin c'est de cet ordre-là, notamment auprès des femmes palestiniennes qui ne sont pas, pour un certain nombre d'entre elles, n'ont pas été des soldats, même si certaines d'entre elles l'ont été, elles sont toujours en arrière-plan. Mais c'est elles qui font, en quelque sorte, la survie de la société palestinienne et la survie de l'identité palestinienne à travers toute une série d'actions. Ça va de tout simplement la poterie, le tissage et l'éducation. L'éducation est un moyen de résister de manière non violente à cette oppression et à cette colonisation qui est quand même très très forte et très très lourde. De cet effet de nombre et de cette horizontalité, il y a quand même un problème. Le problème, c'est que si ce sont des actions locales, ciblées, de proximité, dont je vous ai parlé, je pourrais donner quelques exemples si vous le souhaitez dans la discussion, il y a quand même l'absence d'une stratégie collective, nationale pourrait-on dire. Et pour cause, l'occupation, la colonisation ont créé les conditions de la division politique des Palestiniens. Vous le savez, le Fatah et l'autorité palestinienne en Cisjordanie, le Hamas à Gaza, pour faire très très vite, depuis 2007, mais à l'intérieur de ces deux groupes, beaucoup de divergences. Et puis comme la population palestinienne est éparpillée, il y a 5 segments de la population palestinienne, dont une dont on ne parle pas, ce sont les réfugiés, mais qui sont autant que les Palestiniens qui vivent dans le territoire en question. Que faire pour prendre des décisions collectives? Donc cette absence de stratégie collective, de programme concerté, aurait dit, je l'ai dit à l'instant, Gandhi, a quand même laissé ouvrir un certain nombre de petites caractéristiques et de petits critères
auprès de la population palestinienne, je le dis. La première des choses, c'est qu'il y a dans de très nombreuses associations, de très nombreux collectifs, on appelle ça des comités locaux en Palestine, une préparation militante quasi régulière, permanente, toutes les semaines. Je prends le village de Bilin, par exemple. Ce comité se rassemble régulièrement, va défiler notamment avec des internationaux. Bref, il y a une préparation militante qui repose sur des règles très précises. Nos amis en parleront tout à l'heure, je ne veux pas ici entrer trop dans le détail, mais la non-violence ne se fait pas comme ça en claquant dans les doigts au petit bonheur. C'est une stratégie d'action. Ça poursuit un but politique très très affirmé. Et pour ça, il faut se préparer un peu comme si on allait faire la guerre, disent un certain nombre de Palestiniens. C'est le premier critère. Le deuxième, c'est que s'il y a une stratégie, il y a forcément des objectifs à atteindre. En discutant et en travaillant un petit peu depuis quelques années, comme je vous l'ai dit, beaucoup disent « c'est pas la peine d'avoir des objectifs inatteignables ». Ça démoralise les troupes, en quelque sorte. Il faut avoir des objectifs réalisables, au plus près des communautés locales. Et d'où la protection des terres, d'où la replantation d'arbres, d'où la préservation de certaines maisons, d'où empêcher que les bulldozers viennent, par exemple, arracher des oliviers. Alors là, je vous donne que des tout petits éléments. C'est ce que James Scott appelle l'infrapolitique. Mais l'infrapolitique est en Palestine particulièrement vigoureux, bien évidemment. C'est ce qui permet de continuer à résister. D'ailleurs, en Palestine, on résume la Soumoud sous la forme de to exist is to resist. Exister est déjà résister. Et donc, de ce point de vue-là, ça donne l'importance de ce mouvement. Et si les Palestiniens sont dans cette dynamique, c'est parce que, tout simplement, au moins pour cette raison-là, ils n'ont accès à aucune arme. Alors bien sûr, on parle beaucoup des roquettes du Hamas ou du djihad islamique à Gaza. Ok, mais vous n'avez jamais entendu partir une roquette de Cisjordanie, ni de Jérusalem-Est. Et puis les roquettes, voilà, bon, je ne suis pas un spécialiste de ça, mais enfin bon, ce sont des trucs qui sont quand même... Alors c'est une violence, pour moi, pas de problème, et je ne pense pas que c'est le bon moyen, mais là je parle de moi. En discutant notamment avec des étudiants, alors c'est un petit peu plus diffus, certains disent oui, c'est le seul moyen qu'on a de continuer à exister, et les vraies résistances sont le Hamas et le djihad. C'est pas un avis partagé par le plus grand nombre, loin s'en faut, en tous les cas, de ce que moi j'ai pu constater sur place. Le quatrième petit point, le troisième petit point que je voulais indiquer là sur les faits de nombre toujours, c'est que cette préparation militante entretient l'idée que la résistance non violente n'est pas un jeu à somme nulle. La victoire de l'un ne doit pas être compensée par la perte de l'autre. Mais la victoire de l'un doit être la victoire de l'autre. Parce que le but, c'est d'aller vers l'autre, quand bien même cet autre ne veut rien entendre et continue à massacrer, à emprisonner, à tuer. Alors bien sûr, ici, il y a une dimension de courage, il y a une dimension de ténacité, dont je vous ai parlé, et qui est très, très répandue dans les différents collectifs auxquels je faisais allusion. Et c'est le dernier petit point sur lequel je voulais intervenir sur cet aspect-là. Tout simplement, comme le dit un des théoriciens de la résistance non violente en Palestine, qui s'appelle Moubarak Awad, il parle du consentement au sacrifice. Le consentement au sacrifice, pour lui, c'est une idée fondamentale, mais vous avez retrouvé un petit peu l'origine de ce propos. Gandhi disait à peu près la même chose, Martin Luther King aussi. La peur est la plus fidèle alliée de l'oppresseur. Sans libérer et accepter courageusement la souffrance, sans désir de vengeance, est la plus belle victoire de toutes, dit-il. Je ne sais pas si c'est partagé par le plus grand nombre, mais en tous les cas, je pense que c'est un élément non négligeable. Voilà pour le premier effet. Alors le deuxième effet, mais je vais aller un petit peu vite parce que c'est un effet qui est cette fois-ci sur l'oppresseur. Est-ce que la résistance civile populaire a un effet sur l'oppresseur ? Est-ce que, comme le disait Gene Sharp, il est possible de convaincre, il est possible de convertir, il est possible de faire accommoder l'oppresseur ? Vous l'avez compris dans mon propos, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Plusieurs critères pourraient largement le démontrer, mais l'idée que Sharp donnait un petit peu en termes théoriques, c'est qu'il s'agirait d'affaiblir le pouvoir. Or, en effet, sur le terrain, affaiblir le pouvoir israélien, colonial et d'occupation, c'est pas la marque la plus évidente, incontestablement. C'est même plutôt le contraire qui se présente. Mais
Gene Sharp va un petit peu plus loin, il dit que l'accommodation, la conviction et l'accommodation peuvent se faire dans un contexte où il y a une sorte de proximité culturelle entre les oppresseurs et les opprimés. Or, force est de constater que cette proximité n'existe plus dans le secteur israélo-palestinien. Le gouvernement israélien a sans doute dû bien lire Gene Sharp et il s'est ingénié à séparer culturellement, physiquement, les deux groupes. D'abord par un discours qui remonte au premier temps de l'arrivée des sionistes dans ce territoire, puis ensuite les Palestiniens sont comparés à des terroristes, et il me semble qu'un ministre, tout récemment, et je crois pas très très loin d'ici puisque c'était à Paris, a même émis l'idée que le peuple palestinien n'existe pas. C'est une forme de déshumanisation totale, bien évidemment, qui s'est exprimée ici et qui crée des haines dans les deux camps sans aucune limite pour l'instant. Le discours officiel. Mais il y a aussi une limitation physique. À partir de 2002, vous le savez, construction du mur de séparation, certains l'appellent le mur d'apartheid, de manière à éviter les attentats. Il est toujours en construction, il est même en train de se terminer, 780 km. Il a mangé à peu près 17% de la Cisjordanie. Il y a très très peu d'espace et tout est commandé par les militaires israéliens et le commandement civil, c'est comme ça qu'on l'appelle, en Cisjordanie. Mais ce mur n'est que, si j'ose dire, la face immergée de l'iceberg. Une autre technique est probablement instruite par l'histoire et l'expérience sud-africaine. Le gouvernement israélien a depuis les années 90, les accords d'Oslo, évité d'avoir recours aux travailleurs palestiniens, qui sans avoir été toujours très nombreux, ont quand même eu la possibilité d'aller travailler en Israël, et où, dans les colonies. Aujourd'hui, on chiffre à peu près à 140 000 Palestiniens qui, quasiment tous les jours, ou toutes les semaines selon leur permis de travail, vont en Israël, 100 000 à peu près en Israël et 40 000 dans les colonies, pour travailler parce que dans le territoire palestinien, le taux de chômage est à plus de 35%. Je parle de la Cisjordanie. À Gaza, on est plutôt à 40-45%. Cette politique qui vise à ne pas donner aux Palestiniens un levier important, qui est tout simplement le levier économique. Si les Palestiniens étaient nombreux et travaillaient pour l'économie palestinienne, ils avaient là un moyen tout à fait important de faire pression. Ils ne travaillent plus. C'est ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Qui descendait dans les mines? Qui cultivait les champs? Les Noirs. Quand les Noirs ont décidé dans les années 80, alors excusez-moi, je parle de catégorie raciale comme on parle en Palestine, de ce point de vue-là, je n'ai pas de problème avec ça, ce sont les statistiques qui parlent de ça. Eh bien les Noirs ont boycotté le travail, mais ont boycotté aussi les commerces blancs, et l'économie sud-africaine a commencé à décliner. Là, c'est plus du tout possible. Les travailleurs palestiniens viennent aux conditions du patronat ou des entrepreneurs israéliens. Vous le savez, sans doute, depuis maintenant 5-6 ans, il faut s'acquitter d'un droit pour venir travailler en Israël quand on est palestinien. Ça peut ne pas être très choquant, on paye bien des visas pour aller dans certains pays, mais là, c'est quasiment tous les jours, et c'est des sommes relativement importantes, à la fois pour faciliter le passage, et puis pour créer une humiliation supplémentaire, puisque le rejet peut être tout à fait important. Troisième et dernier point, et puis je termine, troisième effet plus exactement, donc après un effet sur la population palestinienne, un peu nuancé, contrasté, vous l'aurez compris, après un effet assez, plus que contrasté, sur la population israélienne, puisque on a un petit moyen de vérifier si en effet le discours palestinien pouvait avoir une prise sur la société palestinienne, il y aurait sans doute des résultats plus importants aux élections. Et puis, il y aurait sans doute plus de réfusniks, ces jeunes qui refusent de prendre les armes dans l'armée israélienne. Or, même si ça monte régulièrement, ce nombre de réfusniks, il n'atteint pas une sorte de vague au point de mettre en difficulté l'armée israélienne. Donc, sur ce deuxième point, effectivement, c'est contrasté. Le troisième point, c'est ce qu'appellent certains chercheurs élargir le champ de bataille, entre guillemets, bataille bien évidemment, élargir les moyens qu'ont les oppressés de pouvoir faire connaître leur cause.
En gros, l'internationalisation de la cause palestinienne. Alors bien sûr, avec tous les moyens dont on dispose aujourd'hui, la médiatisation, notamment de toute cette résistance non violente et civile, est relativement connue, relativement travaillée. Voilà un exemplaire d'un petit colloque qui s'est tenu, me semble-t-il, au Palais du Luxembourg à Paris en 2010. Donc il n'y a pas si longtemps que ça. Il y en a beaucoup d'autres qui ont été tenus sur ces questions-là. Il y a pas mal d'associations qui, en France, relèguent en quelque sorte les éléments de résistance non violente. Donc cette médiatisation est quand même relativement importante. Et quand on se place il y a une quinzaine d'années en arrière, la médiatisation de la résistance non violente en Palestine, elle était quasiment invisible. On ne savait pas trop que ça existait. Alors, peut-être pas 15 ans, mais une bonne vingtaine d'années. Donc là, il y a eu un effort relativement important, un effort qui a été doublé par le fait que beaucoup d'internationaux participent à cette résistance non violente. Alors je prends le village de Bilin, qui est le plus connu, qui est un petit peu au nord de Jérusalem, dans lequel régulièrement des internationaux viennent. Et bien sûr, il peut y avoir des risques. Vous avez tous entendu parler sans doute de l'assassinat de Rachel Corrie, qui a été écrasée par un bulldozer israélien il y a une quinzaine, vingtaine d'années maintenant, je crois que c'était dans les années 90, alors qu'elle était internationale et qu'elle venait en soutien des Palestiniens de manière non violente, de manière tout à fait pacifique. Pour terminer sur ce dernier point, ce qui a sans doute rendu plus visible encore et qui a élargi le champ des soutiens extérieurs, d'une sorte de tierce personne dans ce conflit entre deux protagonistes, eh bien c'est ce dont je vous parlais très rapidement au début, la campagne BDS, qui, à l'égal de la campagne des sanctions, du boycott et du désinvestissement sud-africain dans les années 80, a été repris en Palestine à l'instigation des Palestiniens eux-mêmes en demandant un soutien le plus large possible pour, comme le disent un certain nombre de chercheurs justement sur ces questions non violentes, pour aller frapper, assécher, tarir les leviers de légitimation d'Israël, ici l'économie. Alors je ne vais pas vous faire un retour sur l'intégralité des actions qui ont été commises, j'en serais bien incapable d'ailleurs, qui ont été réalisées, mais probablement vous avez entendu parler de ces actions. Alors elles ont des effets très spécifiques, elles sont énormément répandues. Bon, en France, on est un des rares pays à avoir criminalisé le BDS. Alors bien sûr, il y a une décision de justice, de la Cour européenne de justice, qui a interdit cette criminalisation au nom que demander le boycott d'un État est le droit d'expression, ça n'a rien à voir avec empêcher le droit du commerce ou le droit d'entreprendre. Bon, pour l'instant, ça reste toujours très très tendu. En Grande-Bretagne, cette criminalisation existe, mais elle est moins violente. Aux États-Unis, un petit peu plus, et elle existe bien évidemment en Israël. Néanmoins, grâce à cette popularisation, le champ s'est élargi, le champ de la résistance non violente s'est élargi, car il s'agit ici, par essence, d'une action dite non violente. Alors, je vais très très vite pour conclure. Il me semble que finir par là s'impose un tout petit peu. La question de la résistance non violente, à travers toutes les actions que je viens d'écrire et les effets plus ou moins dilués, plus ou moins contrastés que je viens de présenter, joue sur trois éléments. Le premier élément, c'est que ça a transformé quand même la nature du conflit. Bien sûr, il y a toujours une violence répressive très importante, mais la cause palestinienne dans son ensemble et les actions locales sont devenues des éléments de visibilisation d'un peuple opprimé et ont porté atteinte non pas à la légitimité de l'État d'Israël d'exister, mais à ses pratiques coloniales, répressives et particulièrement sévères. Je crois que de ce point de vue-là, la résistance non violente et civile et populaire a pavé en quelque sorte le chemin, a posé en tous les cas un certain nombre de jalons. Le deuxième, c'est que cette transformation du conflit a pour objectif d'amener, alors c'est peut-être pas vrai pour tous les Palestiniens, bien évidemment, mais en tous les cas, celles et ceux qui sont militants dans la résistance non violente et dans la résistance populaire, d'amener Israël à entendre les arguments. Alors bien sûr, vous me direz, oui, ça fait 50 ans. Bon, ok, très bien. Mais bon, il faut toujours un petit peu de temps. Et pour moi, c'est pas une chose tout à fait
négligeable, la résistance non violente a de toute manière causé moins de morts qu'une résistance violente. Ça, c'est un acquis. Bien sûr, il y a encore, depuis le 1er janvier 2023 jusqu'à aujourd'hui, 120 morts. Ce ne sont pas les acteurs de la résistance non violente qui sont tués. Pas tous, en tous les cas. Et puis, si vous avez besoin d'avoir une petite information, il y a un super film qui s'appelle Caméra cassée. 5 caméras cassées. Si vous avez l'occasion de le voir, ça se passe justement dans le village de Billine. Et c'est 5 fois la caméra du cinéaste est cassée. 5 fois il remet son ouvrage sur le métier pour montrer ça. Et puis je terminerai sur un petit point, puisque c'était quand même le thème de notre discussion d'aujourd'hui. Est-ce que la résistance non violente peut conduire à la paix? Est-ce que c'est un vecteur de paix? Bon, je pense que vous aurez compris que oui, mais pas n'importe quelle paix, comme le disait Thomas à l'instant. Je pense que dans ce cas-là, je ne sais pas si c'est vrai pour les autres, mais en tous les cas, dans ce cas-là, il ne peut pas y avoir de paix sans justice. La justice, c'est l'histoire. C'est l'histoire de cette situation de colonisation et d'occupation. C'est l'histoire des demandes et des revendications du peuple palestinien opprimé au nom tout simplement du droit international à disposer de lui-même. Et puis, je terminerai là-dessus, la paix sans la justice, c'est sans aucun doute l'institutionnalisation de l'injustice. Je vous remercie.